À Karnak, la multitude de stèles et de monuments a très tôt été perçue par les populations comme des anomalies dans le paysage. Le poids des légendes a longtemps attribué leur construction aux fées, aux Corrigans, avec un mythe central, celui de Saint Cornélie, pétrifiant la légion romaine. Certains ont même imaginé que les alignements servaient de piste d'atterrissage aux extraterrestres. Ces ensembles sont désormais interprétés par les chercheurs comme de véritables architectures préhistoriques. Ces derniers ont acquis la certitude d'être face à une société de bâtisseurs, structurée et en pleine évolution. L'endroit le plus emblématique de cette révolution est le site de Locmariaker, situé sur une presqu'île à l'entrée du golfe du Morbihan. Il est difficile d'imaginer que ce lieu fut le théâtre d'un des moments les plus intenses de la vie des hommes, il y a près de 7000 ans. Sa singularité est d'offrir 3 architectures différentes du royaume de Karnak. La table des marchands, une sépulture collective à l'origine du terme dolmen. Le tumulus d'Ergra, qui abrite une chambre funéraire réservée à une élite. Et surtout, le grand menhir. Aujourd'hui, ce vieux colosse gît à terre. Nous sommes face à 4 gros fragments d'un même monolithe, qui est un monolithe extrait dans une roche qui s'appelle l'Orthognesse, qui vient de la presqu'île de Ruisse, à une dizaine de kilomètres d'ici. Et ces 4 fragments présentent la particularité d'être travaillés entièrement sur toutes les faces. Et la rencontre de ces faces laisse apparaître une arête rectiligne que l'on voit ici sur ce fragment, mais que l'on devine également sur l'autre fragment, mais dans la partie supérieure, puisque ces 2 fragments coïncident. Les cassures d'ailleurs au passage, vous le voyez, sont très nettes. Il n'y a aucune marque de mortaise qui pourrait plaider en faveur d'une section volontaire au néolithique, non. Toutes ces cassures sont entièrement naturelles. Donc probablement que ce monolithe s'est brisé en tombant au sol. Donc on a peut-être ici, au milieu du 5e millénaire, la preuve d'un de ces séismes qui ne sont pas fréquents dans la région, mais qui arrivent, puisque au XIIIe siècle, Vannes a été en grande partie détruite par un séisme de cette nature. Aujourd'hui, la technologie permet de reconstituer le monolithe tel qu'il était à l'origine. Une fois dressé, celui que l'on considère comme le plus grand menhir d'Europe mesure près de 21 mètres de haut pour un poids estimé à près de 300 tonnes. Comment ne pas être pris de vertige quand on sait que cette pierre fut déplacée sur plus de 10 km et qu'elle a dû certainement être transportée sur l'eau pour arriver ici? Et ce menhir recèle d'autres secrets. On ne voit pas grand-chose parce que c'est une figure très érodée, puisqu'elle est vraiment dressée au ciel, donc la météorisation a effacé toute cette forme qui est en relief, hein. C'est un faux relief, c'est un champ levé, mais elle est en relief. On distingue bien quand même la queue de l'animal ici, cette espèce de crochet qui vient ici, qui se prolonge comme ça. C'est exactement la queue, avec le corps en oblique ici, qui se rattache à la queue. Et pour finir, la 3e unité graphique, c'est la tête, qui s'inscrit encore dans un carré, ici. Et enfin, au-dessus, 4e unité graphique, le souffle, la cétacée, qui est interrompu par cette grande cassure qui s'est formée lors de la chute du monolithe. Cette figure a été longtemps interprétée comme une hache charrue, en tant qu'elle pouvait représenter le monde néolithique, le monde des agriculteurs, le monde domestique, tranquille et pacifique. Et finalement, elle ne ressemblait ni à une hache, ni à une charrue. À mes yeux, c'était plutôt du côté de l'environnement marin qu'il fallait chercher, et on a là quelque chose qui peut représenter un cétacé soufflant quand il arrive en surface.
Et plus qu'un cétacé encore, avec une tête quadrangulaire comme celle-là, ça ne peut être que le cachalot. Ce motif de cachalot gravé sur le grand menhir n'est pas unique. Il se retrouve sur de nombreux monuments du Morbihan. Pour les chercheurs, cette répétition est un indice supplémentaire de la capacité à naviguer en pleine mer des hommes de Carnac. Les scientifiques vont de surprise en surprise. Autour du grand menhir, Serge Cassen a fait une autre découverte. Ça a longtemps été l'archétype de la stèle isolée, jusqu'au moment où, au cours des fouilles qu'on a réalisées à la fin des années 80, on a découvert, à côté de la fosse dite du Grand Menhir, un alignement d'une vingtaine de fosses qui présentaient toutes des calages, certains bien structurés, d'autres beaucoup plus éboulés, et voir parfois même la racine d'une ancienne stèle qui a été cassée à la base et qui restait encore plantée à l'intérieur de la fosse. Que sont devenues ces stèles prolongeant l'axe du Grand Menhir? Longtemps, les chercheurs ont buté sur cette question. Une partie de la réponse se situe sous la table des marchands, un dolmen qui abrite des gravures exceptionnelles. Ce qui fait la réputation de ce monument, c'est la dalle de couverture, qui est aussi une dalle en orthognesse, comme les grandes stèles, comme le Grand Menhir, et qui, là, présente une hache emmanchée, très bien conservée, avec sa lame polie, ici, son manche crossée. Au-dessus, une autre crosse très longue, qui est superposée par la crosse de la hache. Et enfin, pour terminer, au-dessus, les deux pattes avant d'un animal avec deux pieds qui sont retournés comme des pieds humains. On distingue l'encolure, le mufle et le départ de ce qui semblait une encornure. Mais où est passé le reste de l'animal ? À la grande surprise des scientifiques, pour le trouver, il faut braver les courants du golfe du Morbihan et se rendre à 3 km de là, sur l'île de Gavrinis. Au début du 4e millénaire, à la même époque que la table des marchands, les hommes construisent à Gavrinis un cairn monumental. Depuis une cavité artificielle creusée à l'aplomb de l'édifice, on peut admirer la dalle de couverture qui recouvre le dolmen. Donc on va découvrir maintenant les animaux. À commencer peut-être par le caprin, le grand caprin, dont on voit uniquement ici les cornes, les deux cornes recourbées, la tête étant là-bas, le dos étant visible juste en bordure de cette cassure. Alors au-dessus, nous avons un grand bovin avec là encore des encornures qui sont parallèles, qui se terminent de manière divergente, et un mufle également, qui est très proche du mufle du caprin de Locmariaquer, avec le train avant qui est très endommagé, mais qui est quand même lisible. Au-dessus des deux animaux se dresse, ici aussi, la gravure d'un cachalot. La nature de la roche, le dessin de la ligne de brisure et la gravure incomplète de l'animal indiquent que la dalle de couverture de Gavrinis et celle de la table des marchands sont les deux fragments d'une seule et même stèle. Elle se dressait autrefois à côté du Grand Menhir, en 3e position dans l'alignement. Une incroyable découverte. Sur cette stèle reconstituée, le positionnement des animaux ne doit rien au hasard. Il y a une opposition d'orientation, déjà, entre le cachalot qui est seul à se diriger vers la droite, alors que les animaux et les objets s'opposent dans l'autre sens. Il y a une opposition également entre les animaux domestiques. Autrement dit, le caprin est en avant du bovin.
Ils auraient pu le graver sur la même ligne, sur le même axe. Non. De même, la hache est en avant de la crosse. Cette petite analyse structurale nous donne déjà une espèce de hiérarchie entre les objets et les animaux, et puis une division entre ce qui vient de la mer et ce qui est l'ensemble terrestre. Autour de Karnak évolue une société où la représentation artistique tient une place prépondérante. À Gavrinis, l'œuvre que nous ont laissée les graveurs est d'une importance exceptionnelle. Avec ses ornements, cette tombe à couloir est un pur chef-d'œuvre de l'art préhistorique. La longueur de sa structure d'accès, près de 13 mètres, est unique. Toutes les parois latérales, le plafond et le sol sont constitués de blocs monolithiques juxtaposés, une rareté. Enfin, l'abondance extraordinaire des signes gravés sur les parois fait la réputation du lieu. Comment les hommes de la préhistoire ont-ils réussi à graver autant de dalles dans le granit, un matériau connu pour sa dureté ?